tentes dans la pièce, c'est un 9 mètres carrés, Studio Crous sur Paris, parce que tout le monde en fait veut monter de niveau. Donc ils ont tout intérêt à faire ramener le maximum de monde dans leur zone pour pouvoir les tuer. Et ça permet d'un petit peu canaliser les tensions. Donc sur ce chapitre, ça paraît un petit peu anodin. Mais c'est ce qui a fait que le petit Kuroro est devenu grand. Salut à tous, Yazi sur Javolo TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review du chapitre 395 de Hunter x Hunter. On est déjà à la moitié de la salve de 10 chapitres que Togashi nous propose. C'est un peu rapide, mais bon, on va devoir s'en contenter. Dans ce chapitre, on a des très grosses révélations sur le passé de la brigade fantôme, du coup avec Kuroro Petit. Mais avant ça, tout d'abord, le début de chapitre se focus sur la continuité du conflit autour des Hailey. D'abord côté Inrig, qui est en train de regarder les vidéos qu'il avait enregistrées grâce à son chaméscope, qui voit deux membres du clan Hailey qui allaient dans une direction. D'après les plans, on ne peut pas revenir dans l'allée principale, dans la place centrale, sans repasser par ce même chemin, et il les voit arriver quelques minutes plus tard, enfin une dizaine de minutes plus tard, par un autre chemin. Il arrive donc à déterminer que la base des Hailey est bien cachée, et aussi permet de ressortir par différents endroits dans l'étage. Et ça c'est très important à souligner, c'est ce dont il parle avec les 6 amis de Serednich qu'on avait vu à la fin du chapitre 394, qui viennent consulter la mafia pour leur donner leur expertise autour de ce conflit et les aider à leur manière. Cette équipe va se concentrer sur les traquer, essayer de déterminer d'autres passages pour rejoindre leur base, et de l'autre côté, ils envoient la brigade fantôme du coup qui était au niveau 5, donc Finks, Nobunaga et Feitan. D'après leur réflexion, l'endroit où se terrent les assassins du clan Hailey couvre plusieurs chambres, donc l'aspect géométrique est à peu près respecté. Donc dans les chambres adjacentes à la chambre 3101, on a 3102, éventuellement 3103, etc. C'est pour ça que, au lieu de foncer directement dans le piège, ils essaient de continuer à trouver d'autres failles, d'autres accès en fait à leur pièce. Déjà le gars hyper chelou qui ouvre la porte et qui dit ouais, si vous voulez rentrer voir les meufs, faut de l'argent. Tu tentes dans la pièce, c'est un 9 mètres carrés, Studio Crous sur Paris, piège à plein nez. Donc bon, il met quand même un petit peu la pression. Mais attention, à l'intérieur, il y a quand même une petite réflexion, une petite méfiance. T'as Finks qui commence à leur dire ah mais attention, on a beau essayer de rentrer dans leur base, mais ça se trouve que ici c'est un piège. Le piège peut nous emmener par exemple à sortir du bateau, à tomber en fait dans l'océan, et bonne chance pour récupérer la Black Whale qui fonce à toute vitesse sur le Dark Continent. Donc ça c'est la première piste de réflexion qui se font, mais Nobunaga, lui, il sent déjà avec le caractère de Luini et ce qui s'est passé, que les membres assassins du clan Hailey, eux ils sont là uniquement pour les tuer, donc ils vont pas reculer devant ça. Ils sont dans leur base, ils ont leurs petites astuces, et ils cherchent justement à ce qu'ils viennent. Ils vont pas les induire en erreur, parce que tout le monde en fait veut monter de niveau. Donc ils ont tout intérêt à faire ramener le maximum de monde dans leur zone pour pouvoir les tuer. Là on a Nobunaga, attention, hein. Il a peut-être un N très très faible, mais sa technique au sabre est excellente. On casse un petit cadre derrière les toilettes, un petit peu en mode prison break, tu vois, des petites issues. On sort et là on voit que derrière la chambre 3102, on a des traces, pas vraiment d'habitation, mais de squat. On sait qu'il y a des membres qui sont restés là. Et ça, on le voit avec toutes les bouteilles, les emballages, les sacs poubelles, et aussi les lampes qui sont encore allumées. Donc ils sont très vigilants quand même, ces tueurs des Hailey. Ils ont senti qu'ils arrivaient, ils ont quand même décampé assez vite, ils n'ont pas eu le temps de tout réarranger. Et ça ne fait que monter les soupçons de la brigade fantôme et à plus grande échelle de la mafia, sur ce qui se trame autour de la planque qui est cachée des Hailey. Et grâce à ça, en fait, Nobunaga débloque un flashback de la brigade fantôme où on voit plusieurs membres jeunes à Meteor City. Ce petit bout du passé de leur groupe, évidemment dans la grande, gigantesque décharge de Meteor City, où on voit Kuroro, Charnalk et Franklin qui ont récupéré a priori une cassette où se trouveraient des cours de langue, des cours de traduction. Eux, a priori, ils ont l'air de se satisfaire un peu de tout, donc ils sont très contents, voilà, ils courent, ils disent bon, on va essayer de jeter un coup d'œil à ça. Et là, t'as Uvogin et Machi qui sont là, oulala, non, on va pas commencer à essayer de faire la loi sur mon territoire. Donc Uvogin qui est autoproclamé roi de cette zone, qui essaie de récupérer entre guillemets son bien dans cette gigantesque décharge, s'en va en course-poursuite, Franklin versus Uvogin, ça part en baston.
Kuroro toujours en possession de la cassette, Franklin qui est en train de retenir Uvogin avec un combat au poing, et là il tombe face à Finks et Phaeton, version Furio, tu vois, le mec sur la bécane, la banane, le flow un petit peu rock'n'roll, qui dit oh là là là, donnez-moi ça, blablabla. Ils arrivent quand même à se mélanger. On a Kuroro qui donne une cassette à Finks. Donc il y a deux possibilités, soit Kuroro avait une autre cassette en sa possession, soit il avait déjà une maîtrise du nen, il a réussi à dupliquer, copier cette cassette. Vu ce qui est dit après, sur le fait que les jeunes de Meteor City développaient petit à petit des pouvoirs de nen et ont commencé à créer une secte, un groupe entre guillemets indépendant, parce que pendant la majorité de leur vie, ils étaient proies de nombreux enlèvements, de nombreux meurtres perpétués par la mafia, parce que en fait, il y a plein de petits jeunes qui se travaillent comme ça dans une décharge, pas de nom, pas de papier, pas d'état civil. Du coup, en fait, c'est une sorte de vivier. On peut piocher comme bon leur semble, sans avoir peur des répercussions derrière. Parmi les recrues de la mafia, on recense 70% d'enfants de moins de 15 ans. C'est pour dire que les habitants de Meteor City ont commencé à développer le nen, ça a permis d'avoir une certaine légitimité et d'asseoir un petit peu plus du respect sur leur groupe. Et c'est comme ça qu'ils ont pu négocier avec des mafias leur protection en échange de recrutement de jeunes prometteurs. C'est ainsi qu'on retrouve deux leçons de vie, deux citations qui ont l'air de correspondre à la manière de vivre des habitants de Meteor City. La première, c'est « Seule la vie peut payer la vie », autrement la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, la réciprocité du crime. Donc si tu tues un de nos membres, on va tuer en échange un de tes membres. Et ça permet d'un petit peu canaliser les tensions. On sait qu'il y aura des représailles si jamais on attaque certains de ses membres. Et la seconde, c'est « Nous accepterons tout ce que vous laissez ici, mais ne nous enlevez jamais rien ». Donc ça, c'est très important pour la suite de l'histoire, en tout cas, du groupe qui se forme autour de Kuroro, la Brigade Fantôme, respecte vraiment ces deux principes. Le fait qu'Hisoka ait pris la vie de Charnel Kekorotopi implique nécessairement une vengeance. Et au-delà de ça, la Brigade Fantôme, ça reste quand même un groupe de voleurs, donc nous accepterons tout ce que vous laissez ici. Ils vont un petit peu changer à leur sauce. Si vous le laissez à notre portée, on va aussi le prendre en fait. On va le prendre par nous-mêmes. C'est sur ces principes que Kuroro mène ses hommes, mais le truc c'est que dans ce flashback, Kuroro c'est pas encore le chef. C'est Uvogin qui a l'air d'être un petit peu, comme on disait, le roi de cette zone. Comment il a réussi, lui, le si petit, si mignon, si innocent, le gars très instruit, très érudit, à faire en fait pour devenir leur chef? Et ben ça, c'est grâce notamment à ce genre de cassette, à ce genre d'informations, d'enseignements qu'il apprécie depuis tout petit. Il se rend souvent à l'église parce que là-bas il dispose d'un lecteur cassette, et souvent aussi, il rencontre Pakunoda, avec qui, du coup, ils échangent, ils apprennent ensemble. Le prêtre Rizol, lui aussi suggère une sorte de roi, de chef, que Kuroro pourrait les aider malgré son jeune âge, en leur donnant des conseils et dans la prise de décision, en fait. Donc il y a quand même déjà, depuis tout petit, la tête pleine, le Kuroro. Malgré qu'il soit dans un environnement où il est laissé à l'abandon, il essaie quand même au maximum de s'instruire, et dans la cassette, du coup, qu'il a récupérée sur les cours de langue et de traduction, même s'il y avait un bout de la cassette, du coup il a dit c'est 10 minutes d'un dessin animé, qui s'appelle Les Rangers du nettoyage. Il missionne Pakunoda pour aller chercher Shaira et Sarasa, faire du fan-dub. C'est pour dire, en fait, il a toujours eu cette envie de se dépasser, de s'instruire, et à travers ce genre de petites activités, c'est comme ça que, tout doucement, en fait, il prend du leadership, il réfléchit, il arrive à coordonner des hommes pour arriver à un but. Donc sur ce chapitre, ça paraît un petit peu anodin, mais c'est ce qui a fait que le petit Kuroro est devenu grand. Petite note importante pour Shaira, on voit qu'elle possède un livre qui s'appelle Dino Hunter, donc c'est le récit d'aventure d'un hunter très célèbre, où il raconte en fait toutes ses épopées, et d'après elle aussi, d'après Shaira, c'est le b.a.-ba, c'est une des seules choses dont on a besoin pour savoir ce qu'est être un vrai hunter et se former. Livre qu'elle a donné plus tard à Kurapika et Pairo, qu'on voit dans le volume 0. Et malgré tout cet aspect de joie autour de Kuroro, qui est en train de s'instruire avec son équipe de fan-dub, les violences et les enlèvements continuent de sévir sur Meteor City, et c'est peut-être ce genre d'événement qui va pousser Kuroro à se développer encore plus. Donc au-delà de cet aspect naïf et bon enfant, c'est un très bon développement de la Brigade Fantôme qu'on a dans ce chapitre, qui va certainement continuer au fur et à mesure du coup pour les chapitres 396 et certainement 397, avant l'affrontement de la Brigade Fantôme contre les Hailey, le gros clash qui arrive, bien que les équipes soient un petit peu séparées,
toute cette mentalité qui est expliquée autour de la brigade fantôme rajoute du poids en fait à la légitimité de leur groupe et les relations fortes, très fortes même qu'ils ont entre eux. Ça veut aussi dire que depuis tout petit, ils sont déjà soudés, mais ils ont eu affaire aux mafias. Donc aujourd'hui, avec un N qui est plus que développé, un groupe qui est plus qu'organisé, c'est pas les petits Hailey entre guillemets qui vont commencer à nous faire chier là. Voilà pourquoi j'apprécie beaucoup ce build-up autour de la brigade fantôme, et j'espère qu'on va continuer à être servi avec les derniers membres qui n'ont pas encore été présentés. Du coup, on se dira la semaine prochaine pour le chapitre 396. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le chapitre en commentaire, ça fait du bien d'en discuter un petit peu. On se dit à la semaine prochaine. Pendant ce temps, portez-vous bien. Ciao!